Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'invité que nous allons recevoir dans un moment est un habitué de ce plateau. C'est d'ailleurs avec un plaisir chaque fois renouvelé que nous l'y accueillons. Président de l'association de défense des intérêts collectifs. C'est un ingénieur agronome de formation qui s'investit depuis, on va dire, une bonne trentaine d'années à travers les ONG dans la promotion de l'agriculture camerounaise. Il s'est aussi fait remarquer dans l'opinion publique pour avoir mené des croisades sur plusieurs sujets. On va citer, entre autres choses, contre l'importation du poulet congelé, pour une organisation optimale du commerce agro-pastoral des Bolova, sur les tracteurs offerts par le gouvernement indien à titre expérimental, ou encore le détournement des subventions de la filière maïs, un détournement qui aurait été orchestré à l'époque par des cadres du ministère de l'Agriculture. Bernard Djonga, on le sent plus très présent au Cameroun, il va nous expliquer d'ailleurs pourquoi. Il semble qu'il voyage beaucoup. Nous en saurons aussi un peu plus sur l'état de l'agriculture camerounaise actuellement et la récente évaluation des ministères, une récente évaluation qui a été menée par l'ACDIC, ou encore son combat contre la signature des accords de partenariat économique, les fameux APE. Bonsoir Bernard et merci d'être arrivé de Yaoundé. Bonsoir Thierry et bonsoir à tous nos auditeurs. Ouais, téléspectateurs, tout à fait. Voilà. Je rappelle bien sûr que nous sommes en direct, que vous avez la possibilité de nous envoyer des questions en direct. On va essayer d'en lire le plus possible. Alors, Bernard Djonga, de manière globale, vous semblez être souvent absent du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous occupe tant à l'étranger? Bon, disons être absent du Cameroun, je dirais non. Mais être toujours au Cameroun, je dirais aussi non. Parce que, voyez-vous, dans le travail que nous faisons en tant qu'association, nous travaillons sur la base des relations que nous construisons avec les partenaires qui sont à l'étranger. Alors, il s'est avéré que dans ma vie professionnelle, qui est encore en cours, Dieu merci, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase où je travaillais plus avec des partenaires qui étaient en Europe, aux États-Unis. Mais depuis ces derniers temps, je suis de plus en plus absent du Cameroun. Mais cette fois-ci, c'est pour être présent dans les pays africains, plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ce sont ces pays-là qui vous sollicitent alors? Tout à fait, tout à fait. Disons que avec la magie de la télévision, avec la magie de la communication, tout ce que nous avons eu à faire aussi au Cameroun est aussi suivi à l'extérieur. Ce qui fait que par moment, on nous interpelle, on nous invite pour reprendre ce qu'on nous a suivi ou bien ce qu'on nous a vu dire à travers la télé, par exemple, au Cameroun. Je cite l'exemple vous avez dit, peut-être qu'on va y revenir, nous avons beaucoup travaillé sur le pain enrichi. Ça a particulièrement plu aux Béninois à travers la coopération suisse qui m'a invité de venir les aider à mettre en place cette expérimentation qui consiste à enrichir la farine locale avec enrichir la farine de blé avec la farine locale, question de réduire les importations de farine étrangère. Et ça marche là-bas? C'est en cours, et il y a de fortes chances que ça marche. On pourrait y revenir. Il y a de fortes chances que ça marche parce que ce qui nous a manqué, ce qui nous manque ici au Cameroun, on est en train de vouloir l'avoir là-bas pour que ça puisse marcher. Parce que ce qui manque ici au Cameroun, c'est la volonté politique d'accompagner le processus. Or là-bas, je travaille sous la houlette de cette volonté politique d'accompagner le processus. Donc c'est le gouvernement en fait qui vous prend en tant que consultant? Tout à fait, à travers la coopération suisse. Alors, il y a certainement d'autres pays avec lesquels vous travaillez. Le Niger. Le Niger, oui. Qu'est-ce que vous faites et le Mali. Bon, pour le cas du Niger, c'est tout à fait différent, puisque au Niger, j'accompagne le processus des organisations paysannes du Niger. Et ça m'a donné une occasion formidable de découvrir la structuration du monde rural, du monde paysan au Niger. Là, on parle de Niamey, vous voyez. Et je fais la même chose au Mali. Voilà un peu ce qui me préoccupe de plus en plus à l'étranger à l'heure actuelle. Et vous sentez qu'il y a une vraie volonté politique là-bas? Vous êtes accompagné par le gouvernement qui met les moyens, qui vous facilite les choses? Bon, peut-être par honnêteté, il faut clairement que je l'avoue. De ce côté, la volonté politique est plus présente qu'ici. Quant à ce qui concerne les initiatives qu'on propose, il faut qu'on s'entende très bien. J'ai pris l'exemple du pain enrichi à la farine locale. Ici au Cameroun, il a manqué cette volonté politique d'accompagner le processus. Je vous ai cité le cas du Bénin. Au Bénin, cette volonté est là, ce qui fait que progressivement,
les boulangers locaux sont déjà en train d'incorporer le pain, la farine locale, la farine de manioc dans le pain qui est consommé. Parce qu'il y a cette volonté politique. Il faut qu'on s'entende très bien. Et il y aura à terme une réduction des importations de blé. Automatiquement. Pourquoi automatiquement et pourquoi la volonté politique? Il faut que je m'explique pour qu'on se comprenne très bien. Là où on était rendu au Cameroun, il fallait qu'il y ait cette volonté politique, qui est de dire, parce que la volonté politique devait avoir une direction, qui est de dire, à compter de telle date, le pain consommé au Cameroun devra être un pain enrichi aux farines locales à hauteur de, pour ce qui est du manioc, de 10%. Et pour ce qui est de la patate, si c'est de la baguette, de 5%. Si cette décision est prise politiquement, ça libère les énergies de ceux qui produisent la patate, le manioc et le maïs. Ça libère les énergies de ceux qui doivent mettre en place les usines pour pouvoir transformer la farine, transformer la farine de patate, de manioc, sous la forme panifiable. Là encore, il faut qu'on s'entende. Parce que c'est des opérations qui doivent impérativement être industrialisées. Ça ne peut pas être mécanisé. Ça ne peut pas être aussi artisanal. Parce que dans l'étude que nous avons eu à faire, pour le cas du Cameroun toujours, on a rencontré le boulanger qui était très clair. Ils nous ont posé 5 conditions pour pouvoir jouer le jeu de l'incorporation de la farine locale dans le pain consommé localement. La première condition, ils ont dit qu'ils aimeraient qu'on leur fournisse de la farine en quantité régulière, c'est-à-dire qu'on respecte les fréquences de livraison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'ils ont besoin de 4 sacs par jour de farine de manioc panifiable, il faudrait que chaque jour, il y ait les 4 sacs. Ça, c'est la fréquence. Deuxième condition, ils ont demandé qu'il fallait que cette farine ait la même couleur. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on livre une farine qui est roux et demain, on livre une farine qui est grise. Non, la farine devrait avoir la couleur uniforme. Troisième condition, ils ont demandé que la farine qu'on leur livre devrait avoir la même granulométrie, c'est-à-dire moulue de la même granulométrie. Ça ne devrait pas aussi varier. Quatrième condition, la farine qu'on leur livre devrait avoir le même taux d'humidité. Et ici, c'est 17%. Il ne faudrait pas qu'un jour on leur apporte de la farine à 25%, un autre jour la farine à 14%. Toute chose, comme tu peux le remarquer Thierry, qui ne peut être respectée que lorsqu'on industrialise la transformation du tubercule en farine. Et c'est là où j'ai parlé d'industriel. Alors, tant qu'il n'y a pas une décision politique pour que les industriels libèrent les moyens pour mettre en place les usines qui transforment les tubercules, vous comprenez qu'il y a un problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et cette volonté politique, ça existe au Bénin. Donc, ils sont déjà en train de vouloir prendre cette décision à travers un décret. Et du coup, donc, les opérateurs économiques, ils trouvent intérêt à pouvoir investir dans cette filière parce que le marché est là et il est permanent. Alors, parlons un peu du Gabon, parce que vous travaillez aussi avec le Gabon, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites spécialement au Gabon? Alors, disons que le travail que j'ai fait 2 travaux au niveau du Gabon. Et j'ai fait un travail que je regrette. Je suis désolé de le dire, Thierry, que je regrette, mais qui m'a beaucoup enseigné. De quoi s'agit-il? J'ai un ami qui peut être en train de nous écouter à l'heure actuelle qui fait de l'élevage des ndamas. C'est quoi le ndama? Les ndamas, c'est les vaches qui sont résistantes à cette mouche. Donc, qu'on utilise dans les plantations de palmiers à huile, par exemple. Pour moudre, les ndamas, qu'on moudre, est une très bonne viande. Or, ce que j'avais remarqué, c'est qu'au Gabon, le gouvernement avait pris la décision de privatiser la production agricole. Je dis bien de privatiser sa production agricole. Et du coup, il y a une société, le SIAT Gabon. Le SIAT Gabon, une société qui est tenue par un Belge qui s'appelle Vandelbroek, qui est passé par la Socapalm dans les années 70. Il est rentré en Belgique et quand il a appris qu'au Gabon, on privatisait l'agriculture, donc Agri-Gabon, il a racheté Agri-Gabon. Il est donc venu au Cameroun et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Je l'ai pris à l'aéroport, puisqu'il circulait avec son avion privé. Je l'ai pris à l'aéroport. On est parti à Anguilla rencontrer donc cet ami qui s'appelle Vivien. C'est un Camerounais, pourquoi pas citer son nom. Qui était le seul éleveur de ndama au Cameroun qui avait réussi à avoir un cheptel de 400 ndamas. Alors j'ai réalisé que M. Vandelbroek de Siak Gabon, il a acheté les 400 ndamas et il a fait venir de Belgique ces voitures frigorifiques qui a transporté sur 1 mois et demi les 400 ndamas d'Anguilla. Donc Anguilla, c'est à côté de Ntui, pour le Gabon. Et aujourd'hui, il faut que tu le saches, Thierry. Le SIAT Gabon, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller même sur le site internet du volant qui tapent SIAT Gabon. Ils vont voir la magie. Ils sont aujourd'hui
pour ce qui concerne l'élevage bovin, à plus de 6000 têtes de ndama. Et en plus de ça, ils ont récupéré toutes les palmeraies qu'il y avait au Gabon. Si vous voyez la marque Cuisine d'Or, parce qu'ils font dans la production d'huile, ils ont une exploitation qui aujourd'hui couvre 15 000 hectares de plantation de palmiers à huile. Ils produisent les noix de palme, ils transforment en huile rouge et en huile de table raffinée, ils transforment en savon de ménage et en savon de toilette et d'autres sous-produits. Et ils ont pour objectif de rendre le Gabon autosuffisant dans 3 ans. C'est possible? Mais bien sûr! Mais bien sûr! Quand vous voyez la lune, ils ont mis en place... Chaque Gabon a un capital, si tu permets le terme, de 30 milliards. Chaque Gabon. Et ils ont 3 activités principales. Ils ont récupéré les ranges, dont les élevages de ndama. Ils ont récupéré les plantations de palmiers à huile. Et ils sont aussi lancés dans l'EVA. Rien que dans les plantations de palmiers à huile, ils embauchent 1000 personnes. Au Gabon. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, il y a de fortes chances, j'allais dire malchance, mais disons chance, que demain, nous importons de la viande du Gabon. On n'est pas loin de là. Parce que le potentiel, la capacité de production des vaches de race Ndama, aujourd'hui en Afrique centrale, c'est au Gabon qu'il faut aller chercher. Ils sont venus au Cameroun chercher, prendre en fait tout le cheptel de ce type de bovins-là. Et c'est ça la réalité. Pourquoi vous regrettez? Mais j'ai été complice. Sans vous en rendre compte? Non, pas sans m'en rendre compte, mais je ne mesurais pas l'écart parce que je l'ai pris à l'aéroport à Simalin, je l'ai conduit à Guila, puisque c'était une relation amicale, on a par téléphone et autres. Après, la transaction a eu lieu et j'ai seulement constaté après qu'on transportait les Ndama qui étaient en Guila pour le Gabon. Ça a été vendu. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors, en quoi est-ce que le gouvernement gabonais a mis en place des véritables mesures pour rebooster, quand je dis rebooster, l'agriculture au Gabon n'était pas très très forte, mais pour lancer l'agriculture gabonaise? Vous savez, la volonté, quand on parle de volonté politique pour l'agriculture, ce n'est pas les mots, quand ça doit être réel, et quand ça doit être effectif. Si je vous dis que j'ai été payé cher pour aller faire des conférences aux jeunes au Gabon, ça va vous étonner. Je dis, payé cher pour aller faire une conférence aux jeunes au Gabon. Payé par le gouvernement gabonais? Pas le gouvernement gabonais, s'il te plaît, à travers le ministère de l'Agriculture gabonaise. On n'aurait jamais imaginé ça ici au Cameroun. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors, quand vous voyez que cette Gabon est fortement soutenu par le gouvernement gabonais, et peut-être c'est une société privatisée, je ne sais pas si vous réalisez. Ils partagent avec le gouvernement cet objectif d'atteindre l'autosuffisance en huile de palme dans 3 ans. Et ils vont le faire. Et le gouvernement les y accompagne. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ça, là où se trouve la différence. Parce qu'il y a une volonté politique qui s'arrête au niveau du verbe, au niveau des discours. Et apparemment, sur ce plan, nous sommes qualifiés. Il y a aussi une volonté politique qui est agissante. Voilà l'exemple que je te cite. Donc voilà un peu ce qui se passe avec le Gabon. Alors pour l'instant, on sait bien que le Cameroun écoule une bonne partie de ses produits au Gabon et autres. Est-ce que vous avez l'impression que la tendance va bientôt s'inverser, du moins dans certains pays autres que l'huile de palme? Dans certains domaines. Mais bien évidemment. Je te cite cet autre exemple que j'ai eu à voir au Gabon. Pendant longtemps, les cajots de tomates partaient de Fumbo pour le Gabon. Les Camerounais ont essayé de délocaliser les jardins de Fumbo à Kiousi, côté Gabon, côté Cameroun, en BAM. Mais le climat ne s'y prêtait pas trop, il y avait des problèmes de terre. Ils ont fait le pas. Ce qui fait que la plupart des maraîchers, une bonne partie des maraîchers qui produisaient à Fumbo pour le Gabon, ils ont aujourd'hui obtenu des parcelles de production plutôt du côté du Gabon. Il faut le savoir, Thierry. La voix du président que vous voyez là, que nous produisons, allez voir le nombre de numéros de la voix du président diffusés au Gabon. Votre journal, hein, parce que je rappelle que la voix du président diffusé au Gabon. Journal, ouais. De plus en plus, les Gabonais sont en train de se mettre à l'agriculture et il y a de plus en plus une politique agissante d'intéresser les jeunes à la chose agricole. Et c'est ça qui marque la différence entre le Gabon et le Cameroun. Et je le dis haut et fort ici, on n'est plus loin du temps où nous allons importer du vivre à manger du Gabon. Parce que je vois et je vois comment ils mettent en place une véritable politique de cela. Ils donnent les moyens par rapport à une politique qu'ils se fixent.
Alors que tel n'est pas le cas pour nous, chez nous, ici. On pourrait y revenir. D'accord. Alors, parlons justement du Cameroun. Depuis l'organisation donc du dernier comice agro-pastoral auquel vous avez été associé, parce qu'à un moment donné, quand même, vous étiez en marge et vous avez été contacté par la présidence de la République. Disons ça, je peux te dire ça en 3 temps, Thierry. Quand on lance le comice, nous sommes les premiers, puisque quand le chef d'État lance le comice en décembre 2010, et le comice devant avoir lieu en 2011, en décembre 2009, le comice devant avoir lieu en 2010, et ça a finalement eu lieu en 2011. Donc quand il lance, il donne un an, donc une seule année aux producteurs pour se préparer à ce comice. Nous sommes les premiers qui sortons pour dire que ce sera un comice raté. Parce qu'en réalité, un an pour un paysan, pour se préparer pour un comice, c'est trop court quand il s'agit de plantes annuelles. Je prends le cas du bananier plantain. Il faut quand même 12 mois, 13 mois pour avoir un bon régime de bananier plantain. Et souvent 16 mois, ça varie avec des variétés. Nous sommes aussi les premiers à dire, parce que nous avions, oui, dit que c'est une société qui devait installer les bâches pour le comice, nous sommes les premiers à dire, alors, les paysans qui font le comice dans les bâches, ça a tout d'être un comice. Parce que le comice, c'est quoi? C'est le lieu où les paysans viennent faire montre de leur savoir-être et de leur savoir-faire. Ce qui fait que si les paysans doivent faire montre de leur savoir-être, il est de bon ton qu'on envisage que l'habitat, que les stands et l'image de l'habitat paysanal des différentes régions et que la production soit ce que les paysans produisent et qu'ils viennent donc se montrer dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il y a qu'on fasse un comice agro-pastoral, dit-on, dans les bâches? Nous avons aussi décrit cela. Alors, quand nous élevions la voix, la présidente de la République nous a fait appel, nous a dit, on est d'accord, on vous comprend quand vous dites qu'on ne peut pas faire un comice dans les bâches. Mais le temps qui nous est imparti est court. Qu'est-ce qu'on peut faire pour fendre la poire, pour couper la poire en deux? Et c'est là où la présidence nous engage à mettre en place un système d'animation, de participation qui fait construire une partie donc, du village du comice en case traditionnelle et une autre partie en Est-ce que le stade. président Biya est arrivé là-bas? Où ça? Sur votre site. Ah, mais il est passé par là. Il a vu ces cases, puisque ces cases qu'on avait fait construire. Parce qu'on avait fait pour construire les cases de Pousse, on avait fait construire les cases Bamileke, les cases du sud-ouest et les cases de la zone forestière. Toutes ces cases étaient là. Et c'était au centre. Donc on ne pouvait pas ne pas voir. Et c'était le point d'attraction essentiel du comice. Donc même le chef d'État est passé par là. Il s'est arrêté furtivement. À la limite, c'est à la limite si c'est même arrêté. Mais tout cet engagement qu'on a eu à faire, tu ne peux pas imaginer, Thierry. C'est-à-dire, on a travaillé comme des fous. Moi, j'étais à Ebolova tous les jours sur un mois. Tous les jours sur un mois. Parce qu'il fallait suivre les travaux, il fallait faire venir les techniciens du nord pour les cases du nord, du nord-ouest pour les cases du nord-ouest, de l'ouest pour les cases de l'ouest, du centre pour les cases du centre, et les suivre et les ravitailler. Le comice, c'est de l'histoire ancienne, Bernard Djonga. Est-ce qu'il y a eu des retombées palpables depuis la tenue de cet événement-là? Par exemple, les engagements du président de la République? C'est déjà dommage de le dire, parce que je suis peiné de le dire. Parce qu'en réalité, dans tout pays agricole, ou bien qui se respecte d'être agricole, il y a un comice chaque année. Mais en France, c'est chaque année. En Angleterre, la foire de Warwick, c'est chaque année. En Belgique, la foire de Libramont, c'est chaque année. Allons voir aux États-Unis. Mais chez nous, on parle d'un comice qui a eu lieu il y a 3 ans. Mais on devrait être en train de parler du récent comice. Malheureusement, on parle d'un comice qui est vieux, dont on ne veut même pas en reparler. Donc je suis peiné. Parce que si tu me demandes quelles sont les retombées de ce comice, rien que du fait qu'on ne voudrait pas que ce soit un élément capital de l'animation de la production agricole chez nous. Pourquoi tu voudrais que l'engagement qu'on y prend puisse tenir la route? La preuve, si tu me permets Thierry, revenons sur ce comice. Le chef d'État avait pris 7 engagements pour ce qui concerne la production agricole. Je commence par l'usine des tracteurs, puisque c'était déjà là, on a commencé avec l'usine. Il y a 2 semaines, donc les dernières photos que j'ai de cette usine des tracteurs datent de 2 semaines. J'y étais, et la grosse conclusion que je retire aujourd'hui, après ce que j'ai vu il y a 2 semaines, c'est qu'aujourd'hui,
autour de la mécanisation au Cameroun. On n'a pas encore eu la chance de trouver des hommes qui ont la volonté nécessaire, l'engagement nécessaire et même le degré de patriotisme nécessaire pour qu'un projet comme cela puisse réussir. Et ce projet me confirme dans cette idée qui est de dire il est extrêmement difficile à une structure administrative de réussir un projet socio-économique. Comme vous dites là, ça veut dire que l'usine est dans quel état? J'en reviens. Je te donne un exemple, Thierry. Je dis des photos d'il y a 2 semaines. Comment tu peux concevoir que l'usine qu'on est en train de construire, donc il y a 5 hangars terminés et on est en train de continuer. Donc on est en train de déménager les tracteurs. Ceux des tracteurs qui n'ont pas été cédés, de les déménager du site du comice vers les hangars qui sont en train d'être construits. Mais quand tu visites l'usine aujourd'hui, lorsque j'y étais, il y a encore des tracteurs, je dis vraiment des tracteurs neufs abandonnés dans les herbes. Est-ce que tu peux imaginer un opérateur privé responsable d'une usine abandonner les tracteurs dans les herbes? C'est impensable. Maintenant, quand je prends le cas des semoirs tricycles qui ont été importés en nombre, je crois que j'ai compté environ 120. Déjà, sont inadaptés, sont vieux à l'usine où ça devait être neuf. On les a transportés du site du comice en les mettant dans les hangars sans même se donner la peine d'enlever les herbes sèches qu'il y avait tout autour. Quand tu vis une scène comme celle que j'ai vécue, la conclusion qu'on en tire est de dire cette usine n'appartient à personne. C'est-à-dire il n'y a personne qui devrait de manière permanente avoir le souci de prendre un morceau de bois qui tombe dans l'usine par peur que ça peut créer un problème. Je ne sais pas si... Qui devrait permanemment prendre un boulon, le cacher parce qu'on est dans une usine, ça pourrait toujours servir. Mais va voir, Ebolova, tu as des boulons rouillés partout. On sent que ça n'appartient à personne. Et c'est ça qui me fait dire que on a la malchance avec ce projet tracteur qu'on n'a pas encore. Et peut-être c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux de la hiérarchie de gestion du projet tracteur d'Ebolova, on n'a pas la chance de tomber sur les gens qui ont la volonté nécessaire, l'engagement nécessaire. Et je suis allé un peu plus loin. Et je pèse mes mots. J'ai eu comme ce sentiment qu'il n'y a pas aussi le patriotisme nécessaire. Alors, sinon, ça, c'est le premier engagement qui est raté. C'est le premier engagement. Qui est raté, on va dire. Qui est raté. Oui, on peut le dire. D'accord. Il faut savoir dire les choses telles qu'elles se prennent en agriculture. Prenons le cas de l'usine à engrais. On peut tout dire. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'usine. Il y a des efforts qui sont faits pour qu'il y ait une usine à Limbé. Et déjà, le site de cette usine est contesté. Parce que c'est hautement dangereux. C'est déjà contesté. Donc, jusque-là, il n'y a pas d'usine d'engrais au Cameroun à l'heure actuelle. Prenons le cas des écoles de formation. Je vois comment le ministre de l'Agriculture fait des efforts pour inaugurer les écoles. Il fait des efforts. L'école en date que j'ai eu à apprécier, plus à un côté hautement positif, c'est l'école de Nangué Boko. Cela, ceci de positif qu'à cette école, on a donné 10 hectares. Et là, il est question d'enseigner aux gens à faire du riz et de produire en même temps les semences de riz. Au niveau de cette école, on résout deux promesses du chef d'État à Ebolova, c'est-à-dire la formation et puis les champs sémenciers, pour ce qui concerne le riz. Mais c'est l'unique cas qui semble marcher. C'est le cas de Nangué Boko. En attendant qu'on puisse entrer effectivement dans l'engrenade. Le marché périodique. Oui. On n'en a pas encore ce marché périodique. Le désenclavement de certaines régions, on ne les voit pas encore. Et le problème de financement, la banque des PME et la banque agricole, on ne les voit pas encore. Et puis, c'est encore toute une autre histoire, cette histoire de banque. Parce qu'à côté de cette histoire de banque, Thierry, je ne sais pas si tu le sais, on est venu coller ce qu'on appelle les agropoles. Mais quand tu vois comment on brasse les millions dans les agropoles, tu te dis, mais c'est une banque. Qu'est-ce que vous appelez agropole? Alors, ce n'est pas à moi, c'est pas moi qui appelle agropole. C'est un nom qui a été créé au niveau du ministère du Plan. Voilà une autre aberration. Et une grossière aberration. Parce que, comment tu veux, quand tu vois les attributions de nos ministères, il revient au ministre de l'Agriculture de définir la politique agricole du Cameroun et de veiller à la mise en marche de cette politique.
Il revient au ministère de l'Agriculture de coordonner les investissements agricoles au Cameroun. Malheureusement, je ne sais pas quelle magie on a affaire au Cameroun aujourd'hui à 2 ministères de l'Agriculture. Il faut le dire. Ministère du Plan? Est-ce qu'il faut dire ministère du Plan? Ministère de la Planification, de l'Agriculture et XYZ. Parce que le projet, que font les tracteurs entre les mains du ministère du Plan? Qu'est-ce que le ministère du Plan vient faire avec les agropoles? Parce que par agropole, d'après leur définition, il s'agit des zones où on a des entreprises qui se relaient, donc qui développent des activités qui sont complémentaires. Ça, c'est une face. Maintenant, ce qu'on voit mettre sur le terrain, il s'agit donc des zones où il y a une élite, un exploitant important qui s'installe, et on l'aide à accompagner les exploitants secondaires. Donc, c'est flou à ce niveau. Et c'est géré par le ministère du Plan, alors que ça devait être géré par le ministère de l'Agriculture. Encore une autre aberration. Donc, c'est toi qui m'as fait venir sur ce point. On pourrait encore s'attarder là-dessus. On est en train d'égrener en fait les promesses du président Biya. Vous avez dit la banque des PME. Déjà, vous étiez contre la banque des PME. Non, la banque nous étions contre la banque agricole. Oui. Pour plusieurs raisons. Malheureusement, ou bien heureusement, cette banque n'existe pas. Et on est en train de nous faire une fausse banque qui est les agropoles et qui brasse des centaines de millions. On va y revenir. Parce qu'il va falloir qu'on comprenne comment une structure, même si c'est un comité, a un si grand pouvoir pour brasser tant de millions. Où est-ce que ça se décide? Qui rend compte? On va nous parler d'un comité. J'ai lu le texte de ce comité qui réunit un ensemble de secrétaires de ministères. Mais ce n'est pas un comité qui devrait avoir une si grosse décision de pouvoir dégager tant de moyens. On pourrait y revenir. Mais ce qu'il faut constater, c'est que quand on est sorti du comice agro-pastoral des Bolova, les promesses que le chef d'État avait formulées étaient rattachées derrière ce qu'on a appelé à l'époque agriculture de seconde génération. Parce qu'aujourd'hui aussi, on nous dit que les agropoles viennent en soutien de l'agriculture de seconde génération. Toutes ces promesses ne sont pas tenues. Ces promesses ont été présentées comme étant la nouvelle politique agricole du Cameroun. Alors, si ces promesses ne sont pas tenues, ça veut dire que cette nouvelle politique agricole du Cameroun tarde à venir. Et il n'est pas difficile de le savoir. Parce que nous nous souvenons tous, lors de l'investiture à l'Assemblée nationale, le chef d'État l'a dit haut et fort qu'on devrait vivre, qu'on devrait entrer dans l'ère de la révolution agricole au Cameroun. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Mais une révolution, c'est des changements. C'est des actes forts. Mais depuis qu'il l'a dit, quand je regarde comment fonctionne le ministère de l'Agriculture, je ne vois pas de changement. Thierry, il faut que tu me comprennes. Parce que souvent, on dit que je suis passionné. Ce n'est pas de la passion. Ça fait 35 ans que je suis en milieu rural. J'ai vu passer 7 ministres de l'Agriculture. Et j'ai vu des projets naître et mourir. Et à chaque jour, les importations augmentent parce qu'on est incapable de satisfaire les déficits. Il faut qu'on se comprenne très bien. C'est pour la simple raison que il y a par moment de volonté. Je peux dire volonté politique. Parce que quand le chef d'État a parlé de la révolution agricole, mais j'étais le premier à sauter parce que je sais ce que c'est qu'une révolution. Et quand on parle de révolution agricole, ça veut dire qu'il faut changer de manière de faire. Ça veut dire qu'il faut créer des choses. Nous voici aujourd'hui, on est très loin de cette révolution. Si tu permets Thierry, je peux te donner un élément de la révolution. Alors, au Cameroun, l'agriculture est portée par les petites gens. Donc, c'est les petits producteurs. Et toi-même, tu entends souvent dire que 60% des Camerounais vivent de l'agriculture. Mais voilà qu'aujourd'hui, au lieu de chercher à dynamiser l'activité de ces 60%, on crée ce qu'on appelle les agropoles. Donc, c'est-à-dire, c'est un nouveau type de producteur. Mais dites-moi ce que deviennent les 60%. Je ne sais pas si vous imaginez. Et quand je vois les premiers projets qui ont été financés, parce que cette histoire d'agropole, c'est tout pour ton information, Thierry. Le budget prévu pour un an, c'est 26 milliards. Et pour 2 ans, 26 milliards. Donc, ils sont à 52 milliards de budget prévu pour 2 ans. Je dis bien 52 milliards. Gouffre financier, l'argent et le suivi pour vous, ça va être très flou. Pour l'heure actuelle, d'après les informations que nous avons, on nous dit que dans la première phase, on a déjà décaissé 3 milliards. Et j'ai essayé de lire quelques projets qui ont été financés dans les 3 milliards. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut le dire comme ça, c'est une catastrophe. Vivement, si tu voulais mon avis, vivement qu'on arrête avec les agropoles. Parce qu'avec les agropoles, on ne résolvera jamais
ni le problème de déficit, parce qu'on dit que c'est pour résoudre le problème de déficit, ni le problème d'alimentation des usines, ni le problème de création d'emplois. Ça fait plutôt perdre des emplois. Je dis bien, les agropoles, ça nous fait plutôt perdre des emplois. Je peux t'en donner un exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc, de manière concrète? Comment on peut rattraper là? Parce que le tableau que vous décrivez, depuis le comice, les promesses du président Biya, il n'y a rien de bon qui se fait. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon. Bon, c'est pas je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait. On n'est pas loin de là. Mais il y a des choses qui se font. Mais ces choses qui se font sont loin des résultats qu'on escompte. C'est ce que pour qu'on soit très clair, sont loin des résultats qu'on escompte. Je vais te donner un petit proverbe, si tu permets, chérie. Bien sûr, allez-y. Bon, il faut le citer. Bon, citons les contemporains, donnons à César ce qui appartient à César. Le feu président Jules Nyerere disait ceci: pendant que certains veulent arriver à la lune, nous essayons d'arriver jusqu'au village. Tu vois bien la nuance. Pour l'agriculture camerounaise, pendant qu'on se bat pour lancer les agricultures de seconde génération, il faut se battre pour atteindre les petits producteurs. Clair. C'est difficile. Et c'est pour ça qu'on prend la voie de facilité qui est une voie verbale. C'est difficile parce que quand tu entends agriculture de seconde génération, quand tu entends agropole, le paysan de Mboma, de Ngolmendouka, le paysan de Doukoula, il n'y est absolument pour rien. Ça veut dire qu'on l'a oublié. Alors que c'est des paysans, si on pouvait réussir à leur donner la semence, rien que la qualité de la bonne semence, à tous ces petits paysans, on obtiendrait 2 fois les résultats de ce qu'on est en train de vouloir obtenir aujourd'hui à travers les agropoles et puis ce qu'on dit agriculture de seconde génération. C'est l'exemple que je te donne. Est-ce que vous avez fait cette proposition-là au gouvernement? On a fait à tous les Camerounais à travers le pacte que nous avons commis lors des élections. Est-ce que vous avez été approché par les autorités compétentes au ministère de l'Agriculture, à la présidence, à la primature? Mais je peux te poser une question, Thierry. Mais pourquoi tu trouves que c'est toujours nous qui devons approcher? Non. Poser la question, est-ce que vous avez été approché? Est-ce que c'est eux qui sont venus? Est-ce que vous ont demandé les résultats? On n'a jamais été approché. D'accord. Le ministre de l'Agriculture, c'est lui qui a la responsabilité d'animer l'agriculture au Cameroun. Ce n'est pas moi. Ce n'est personne d'autre. Donc c'est à lui de se battre, de rechercher les ressources, de rechercher les ressources humaines et financières pour cela. Vous l'avez rencontré, vous avez essayé de le rencontrer, ou bien il ne vous a jamais appelé pour solliciter votre avis? Jamais. Jamais. D'accord, ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. On se rend compte aussi que le gouvernement camerounais cède des vastes étendues de terres. L'accaparement des terres. Alors, moi, je veux comprendre, parce qu'on cède ces terres-là aux étrangers, en catimini, il faut bien le dire, notamment aux Chinois. Est-ce que vous avez évalué l'ampleur de ce phénomène au Cameroun? Quelles peuvent être les répercussions sur le plan local? Énorme. Bon, il faut le dire. À un moment donné, nous avons tous milité pour les investissements en milieu rural. Il y a eu un moment où nous avons milité pour les investissements, même les investissements étrangers en milieu rural. Donc il fallait capitaliser le milieu rural. Nous avons à un moment donné tous milité pour ça. Parce qu'on nous avait laissé entendre que c'était la meilleure voie pour développer, pour faire décoller notre agriculture. Parce que le milieu de l'agriculture était décapitalisé. Mais on n'avait jamais cru on n'avait jamais su qu'on devait avoir affaire, par exemple, à des Chinois qui doivent s'installer à Nangé et Boko, produire du riz qui doit être vendu en Chine. Tu comprends ça, Thierry? Ils occupent quelle superficie de terre là-bas? Pour l'heure actuelle. À Nangé et Boko, les Chinois ont eu 10 hectares pour un départ. Ils ont fait venir des variétés de riz qu'il fallait tester. Donc on a testé l'adaptabilité de ce riz dans les conditions agroécologiques des Bolova. Au bout de 2 ans, ils ont sorti 50 variétés de riz qui étaient adaptées aux conditions agroécologiques des Bolova. De Nangé et Boko. Maintenant, ça c'est pour le test agronomique. Maintenant, il fallait faire le test organoleptique. C'est-à-dire maintenant, vérifier lesquelles de ces variétés sont préférées par les consommateurs. Chinois ou Camerounais? C'est là où il y a eu le problème. Au lieu que ce test soit fait ici au Cameroun, le test a plutôt été fait en Chine. C'est ça le problème. Et c'est là où nous autres avons commencé à découvrir la plus chère. Ça dit qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, on importe du riz chinois. On importe du riz. Non. Je veux dire que les Chinois sont en train de profiter des terres camerounaises pour nourrir la population. Mais bien évidemment. D'accord. Mais nous sommes importateurs de riz. Actuellement, nous sommes importateurs de riz, mais bien sûr. Donc, on risque même de voir un jour ce riz camerounais repartir sur la Chine et revenir ici être vendu. On n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. Qui travaille dans ces champs-là?
La plupart, il y a les Chinois, il y a les Camerounais. Pour plusieurs fois dans ces champs, c'est les Camerounais qui s'occupent de la chasse des oiseaux. Chasse des oiseaux. La chasse des oiseaux, si. Donc nous, les Camerounais s'occupent de la chasse des oiseaux. Oui, tu sais que le riz est fortement... La production du riz Oui, est je comprends très bien. Mais je veux dire que donc l'essentiel, ce sont les tâches en fait un peu subalternes. Ce que j'ai vu à Nangé et Boko, la plupart des Camerounais, ils s'occupaient donc de ces tâches. Et puis le riz était... quand on mécanise le riz, après plantation, on peut tout faire à la machine. Ok. Parce qu'on récolte la machine et puis Pour l'instant, c'est 10 hectares qu'ils occupent. Pour l'instant, ils avaient testé les variétés. Sur 10 hectares. Sur 10 hectares. Ils avaient retenu des variétés qui sont adaptées agroécologiquement. Ils ont retesté les variétés par rapport aux caractéristiques organoleptiques. Et c'est là où je t'ai dit, au lieu de le faire avec les Camerounais, ils l'ont fait avec les Chinois. Ils ont identifié un certain nombre de variétés donc, qui étaient adaptées au goût chinois. Ils ont introduit donc une demande au gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Agriculture pour qu'on leur donne des terres pour multiplier ces variétés. Ils sont en train de le faire. Et c'est là où on était. Et on en est où? Ils n'ont pas encore eu les terres pour le faire. Ils n'en ont pas encore eu. Puis c'est dans la logique qu'ils avaient demandé, les terres dans la région de Nangé et Boko. Ils avaient demandé aussi de récupérer les terres de Sanchou qui sont abandonnées. Et jusqu'à l'heure actuelle, le contrat n'est pas encore passé. Mais il risque de passer. Ça peut se passer, bien évidemment. On l'a vu avec SGSOC. C'est-à-dire, expliquez-nous. Oui, parce qu'en fait, vous avez suivi ces derniers temps, il y a la firme Héraclès. Oui. Héraclès dans le sud-ouest. Héraclès, c'est une firme américaine qui a créé un projet SGSOC basé à Bouya, à qui on a cédé 73 000 hectares de terre dans le sud-ouest pour faire la culture du palmier à huile. Il y a eu grand bruit autour de cette session. Mais le projet continue, hein? Oui, le projet continue malheureusement. Et c'est ça qui fait problème. 73 000 hectares de terre. Parce que dans le cas des négociations, parce que la question que tu m'as posée, c'était quelle incidence par rapport à la production locale. Parce que, je l'ai dit, on pensait qu'à travers l'accaparement, la cession des terres, on pouvait capitaliser le milieu rural pour produire. Employer les Camerounais, produire, satisfaire la demande locale. On capitalise pour produire, ce n'est pas pour les Camerounais. Donc c'est une production qui peut nous permettre à résoudre notre problème d'autosuffisance alimentaire. Par contre, nos sols sont exploités. Mais bien évidemment. Et par contre aussi, les paysans, certaines populations sont polluées de leur terre. Et maintenant, il y a les ressources naturelles aussi qui sont détruites. C'est le cas de cette forêt dans le sud-ouest. Voilà, je veux qu'on revienne rapidement aussi sur quelques sujets qui vous tiennent à cœur, parce que vous avez mené des combats pour leur... enfin, pour que l'opinion publique soit au moins au courant de ce qui se passait dans chaque domaine. Par exemple, parlez-nous d'abord, avant qu'on arrive à cela, vous avez reçu un don important de semences du ministère de la Recherche scientifique. Et c'est ça, oui. Est-ce que vous avez reçu ces semences, à quel titre et pour faire quoi? Alors ça, c'est une histoire drôle. Parce que, voyez-vous, et c'est une histoire drôle et très grave. Très grave parce que le ministre de la Recherche nous invite à une cérémonie de présentation des semences de maïs. Invite l'Arctique, comme toute autre structure. Par hasard, j'étais à Yaoundé et c'est moi qui suis allé à cette invitation. Mais dans la salle, j'apprends qu'on nous a fait don de 10 tonnes de semences de base. À qui? À vous? À l'Arctique. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'a jamais demandé. Mais et dans son mot, oui, Madame le ministre dit que l'Arctique est une organisation paysanne. Donc on nous a considéré comme étant une organisation paysanne. Et on nous a fait donc de 10 tonnes de semences de base. N'est-ce pas, tu imagines 10 tonnes de semences de base. C'est-à-dire, la semence de base, c'est la semence qu'on fournit aux paysans qui multiplient les semences. C'est-à-dire, avec ces 10 tonnes de semences de base qu'on nous a données, il y avait la possibilité de faire 500 hectares de champs sémenciers. N'est-ce pas, tu réalises 500 hectares. Mais pourquoi c'est à vous qu'on donne? Mais c'est ça la question que nous tous on s'est posée. Est-ce que le ministère a distribué aussi à des vraies organisations paysannes? Il y avait 3 bénéficiaires. Il y avait 2 organisations paysannes et il y avait l'Arctique. On ne vous a pas consulté avant? Jamais. Et qu'est-ce que ces 10 tonnes sont où? Alors, quand on nous a donné les 10 tonnes, en public, puisqu'il y a la cérémonie officielle, ce n'est pas qu'on vous donne 10 tonnes. On fait une déclaration, après vous allez récupérer les 10 tonnes. Quand on a eu cette information publique, nous avons ressaisi le ministre pour leur dire, mais écoutez, si vous nous mettez les semences à disposition, on ne comprend pas pourquoi
vous pouvez nous mettre des semences à disposition de l'Agric. L'Agric n'est pas une organisation paysanne. Par contre, nous sommes prêts de prendre les 10 tonnes à condition que soit vous qui les gérez et que nous nous chargeons de vous indiquer où sont les multiplicateurs de semences et que vous leur donnez les moyens pour pouvoir multiplier ces semences. Vous avez accepté? Ils n'ont pas accepté. Les 10 tonnes sont où alors? On les a laissés, les 10 tonnes. Les 10 tonnes sont restés à l'Irak. Or, ce qui est intéressant et triste en même temps dans cette histoire, c'est que à l'heure où on nous remet les 10 tonnes à Yaoundé, le ministre de l'Agriculture, qui en principe devrait avoir ces tonnes, lui, il est en DOP pour lancer la campagne agricole. Le même jour, à la même heure, le ministre de la Recherche est à Yaoundé en train de distribuer les semences à des structures qui n'en ont pas besoin, qui ne devraient pas en avoir, et qui plus est des semences de base, pendant que le ministre de l'Agriculture est à Andop pour lancer la campagne. Et dans le même moment, on a la multitude de petits paysans dont je t'ai parlé tantôt. Ils sont disséminés, ça et là, sur l'état du territoire national, et manque de semences. Donc, absence, il n'y a pas eu entente entre les deux ministères. Je pense que c'est pas Il n'y avait pas de représentant du ministère de l'Agriculture lors de cette cérémonie. C'est pas moi qu'il faut poser la question. C'est tout à fait triste, mais c'est pas moi qu'il faut poser la question. Ça, c'est un des problèmes qui font en sorte que notre agriculture reste là où elle est. Je t'ai parlé des agropoles. Parce que pour qu'une machine comme l'agropole puisse marcher, si ça peut marcher, on peut imaginer qu'il y ait une complicité forte entre la recherche, l'agriculture et le ministère du Plan ou bien le ministère du Commerce. Et que ceci soit sous la houlette du ministère de l'Agriculture. Mais regarde qu'on a tout mis sans dessus, sans dessous. À l'opposé. Alors, tout à l'heure, vous parlez de la filière maïs. Vous savez qu'il y a eu des détournements. C'est vous qui les avez révélés. Hein, on se rappelle qu'il y avait donc ces subventions, plusieurs milliards de francs qui ont été distraits. Vous avez mené des enquêtes qui ont prouvé qu'il y avait des cadres du ministère de l'Agriculture qui étaient impliqués là-dedans. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont été sanctionnés? Est-ce qu'il y a une meilleure distribution de ces subventions de la filière maïs après votre sortie? Alors, deux choses. Après notre sortie, que tu le saches, la CONA a confirmé notre étude et aller plus loin jusqu'à désigner les 47 fonctionnaires qui devaient faire l'objet de poursuites judiciaires pour savoir s'ils sont fautifs ou pas. Est-ce qu'ils sont encore en poste? Ça reste comme ça. Ils sont en poste. Ils sont plus. Il y a une bonne partie, quelques-uns sont en poste. Le chef de programme est parti il y a 6 mois à la retraite. On a nommé un nouveau programme. On est un nouveau responsable de programme. Tous les autres, personne n'a été sanctionné, personne n'a été inquiété de quoi que ce soit. Et le préjudice financier était évalué à combien? 2 milliards. À 2 milliards de francs CFA. Oui. Est-ce que depuis cette période, au moins, ce financement-là est sécurisé? Alors, si tu veux savoir, depuis cette période, il devient extrêmement difficile de mettre l'œil sur la gestion du financement, pas seulement du programme Maïs, mais de tout autre programme. Il ne faut pas croire que tu te lèves le matin, tu vas dans un programme, tu demandes d'avoir une information sur les bénéficiaires ou bien les ceci, et on te les donne. Mais tu te trompes. Donc, depuis ce moment-là, depuis notre passage, on a verrouillé l'information autour de la gestion des projets. Donc vous ne savez plus à qui on remet les financements. Vous pouvez faire le travail au niveau des GIC qui, elles, reçoivent en principe ce financement-là. Nous, on l'a fait une fois. Thierry, ce n'est pas notre travail. Thierry, l'ACDIC est une association, comme beaucoup d'autres, qui a ses moyens limités, qui a ses thématiques. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que l'ACDIC n'a pas fini de poser. Nous avons posé le problème de la mauvaise gestion, de la mauvaise utilisation des fonds au niveau du ministère de l'Agriculture. Nous l'avons fait. Ça a été vérifié par la CONAC. Et tu souhaiterais que nous continuions, alors qu'aucun des fonctionnaires n'a été puni. Est-ce que c'est à nous de punir? Donc nous avons joué notre partition. Il revient maintenant aux responsables de jouer leur partition, ceux qui sont censés de punir. Malheureusement, cela ne s'est pas fait à ce niveau. Nous n'allons pas le faire à leur place. Il y a eu cette affaire de tracteur qui avait été offert à titre expérimental par le gouvernement indien au gouvernement camerounais. Ça, c'est en 2006. Oui, et qui s'est retrouvé, ces tracteurs se sont retrouvés pour la plupart dans les exploitations de certains ministres en poste. Oui. Vous l'avez dénoncé aussi. Mais tu abordes un problème très délicat, Thierry, très profond. Parce que, vois-tu, en 2006,
Le gouvernement indien met à la disposition du gouvernement camerounais 60 tracteurs qui devraient faire l'objet d'un test d'adaptabilité. Donc il est simplement question de savoir si les tracteurs Sonanica sont adaptés aux conditions agroécologiques du Cameroun. Le ministre, il a une bonne idée de repartir les tracteurs dans les zones agroécologiques du Cameroun. Premier point, c'est une très bonne idée. Mais maintenant, dans ces régions, il remet les tracteurs plutôt aux élites, ministre. À ceux, certains n'ayant même pas de champs. Ça veut dire qu'une bonne partie de ces tracteurs que nous avons eu à filmer à l'époque étaient garés. Ce n'est pas très grave. Mais ce qui est grave et qu'il faut l'affirmer, ça voulait dire que le test d'adaptabilité par rapport à la résistance des tracteurs Sonalika dans les conditions agroécologiques du Cameroun n'a pas été réalisé. Et le projet en est où maintenant? Et ce dossier est classé perdu. Donc finalement, je n'ai pas fini. Oui. J'ai pas fini. Premier échec, on n'a pas fait de test. Maintenant, comme par magie, toujours avec le système administratif, à travers le ministère du Plan, ça c'était au temps du ministre Moutazé, on ressort ce projet sans plus chercher à savoir si ces machines sont adaptées ou pas. Et on commande les tracteurs Sonalika. Nous avons eu, nous, à l'ACDIC, à poser ce problème à travers le décret de 18 milliards de francs que le chef d'État avait signé pour la production de 5000 hectares de maïs et de riz. Il faut te souvenir, Thierry. L'ACDIC a posé ce problème. Le chef d'État avait signé le décret en mai. Nous sommes sortis pour dire, mais voici le décret qui a été signé par le chef de l'État pour qu'on contracte un prêt de 18 milliards et poussière auprès de la Exim Bank pour la mise en champ de 5000 hectares de maïs et de riz. Nous avons dit, mais où sont les 5000 hectares de maïs et de riz? Ça n'existait nulle part. Plus tard, le ministre du Plan d'alors nous a dit que les 18 milliards ont servi à commander les tracteurs. Lesquels tracteurs? Les tracteurs Sonalika, qui ont par après été abandonnés dans les herbes à Ebolova. Qui plus est, des tracteurs qui, pour rien au monde, ne sont pas adaptés aux conditions agroécologiques camerounaises. Et quand nous avons poursuivi la recherche, nous avons découvert qu'en réalité, la firme Sonalika, en termes de résistance, occupe le 7e rang en Inde. Je prends le cas du tracteur Mahindra, qui est fait aussi en Inde, qui est 4 fois plus solide que le tracteur Sonalika. Ça veut dire qu'avec le jeu de dessous de table, de caisse, de je ne sais quoi, on a imposé ce tracteur qui n'a pas fait l'objet de test, qui n'est pas adapté, on nous l'a imposé. Et voilà qu'il nous cale entre les bras. Parce que c'est toute une histoire d'usine de tracteurs de Bolova. Parce que c'est une usine qui a été créée sans étude de faisabilité. On ne fait pas la mécanisation sans plan de mécanisation. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On a les tracteurs entre les mains, on nous prononce dans le nom d'agriculture de seconde génération mécanisée. Donc, si on donne un tracteur, c'est qu'on a fait une agriculture de seconde génération. Les tracteurs qui ne sont pas adaptés. C'est ça le contexte. C'est pour ça que je t'ai dit, ce sujet que tu touches, de 60 tracteurs de 2006, mais ça va nous coller sur la poche sur au moins 20 ans. Parce que Thierry, je te le dis, on n'est pas très loin. Et nous avons déjà commencé à faire le travail. Où tu vas trouver ça et là, les cadavres des tracteurs partis de Bolova. J'en ai déjà compté 12 avec photo à l'appui. Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que ce n'est pas résistant. Ce n'est pas adapté. Et il faut que tu le saches. Ces tracteurs ont été montés. Lorsqu'on fait les photos de tracteurs dans les herbes, ces tracteurs ont été montés en 2012. Quand un tracteur met... C'est pneu que tu vois. Quand un tracteur reste sur place 5 ans, il faut changer les pneus. Donc, dans mes temps, tu vas voir que les tracteurs qui partiront des Bolova pour se retrouver à Obala vont éclater en route. Ça s'amortit depuis. Vous avez engagé une croisade aussi contre les importations sauvages de poulets congelés, de manière à favoriser la production locale. On en est où? Heureusement, Thierry, parce que depuis tu nous dis que nos échecs, nous on a fait ça, on a échoué. Bon, disons, au moins pour les poulets, tu parles de poulets importés. Oui. Je pense que pour le poulet, la plus grande victoire que nous avons obtenue, à près de 80%, c'est la sensibilisation des Camerounais. Je veux te faire remarquer que si on ouvrait même complètement nos frontières pour les poulets congelés entre, il y a une bonne partie des Camerounais qui tournerait le dos à ce poulet congelé. Ça, c'est là la première victoire.
La seconde victoire, c'est l'adhésion des pouvoirs publics. Je peux te l'affirmer ici que jusqu'à l'heure actuelle, depuis 2006, date à laquelle le ministre a signé l'arrêt d'interdiction des importations. Et c'était au courant du mois de mai. Et cet arrêté a été réitéré au mois de juillet, toujours en 2006. Il n'y a plus eu d'autorisation d'importation de poulet congelé signé par les pouvoirs publics. Donc le poulet que vous voyez sur le marché, c'est le poulet de la fraude, la contrebande. Et cette contrebande, ça passe par la Guinée équatoriale, ça passe par la mer. Et de plus en plus aussi, il faut le reconnaître, au niveau de Yaoundé, au niveau de la cellule de la fraude du ministère du Commerce, ils font un travail formidable. Ils se battent comme ils peuvent. Ça, je peux le témoigner. Ils se battent comme ils peuvent, ils font des saisies, comme ils peuvent, ils font des destructions. Mais les circuits de la fraude, comme on ne peut pas tout voir de nuit, ça fait que de temps en temps, ces poulets réapparaissent sur le marché. Et c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que de plus en plus, on entend déjà dire qu'il y a certains accouveurs qui tuent les poussins parce qu'on n'est pas venu les chercher. Ça veut dire qu'on tend encore déjà vers un stade où la quantité de poulets qui entre, même si elle est petite, atteint déjà le seuil critique, qui peut être le seuil de nuisance. Et on devrait faire attention. Alors, les APE, les accords de partenariat économique, il y a des publications qui ont fait état récemment de ce que le gouvernement camerounais s'apprêterait à les signer. Le président serait demandé à certains ministres, enfin tous les partis concernés, de se regrouper pour étudier la possibilité de signer ces accords et de voir quels seraient les avantages ou les inconvénients, je ne sais pas trop. Vous êtes contre cette signature? Absolument contre. Absolument. Il faut rappeler aux Camerounais ce que c'est, parce que peut-être que ce n'est pas très bien compris, les accords de partenariat économique, qu'est-ce que cela va induire et qu'est-ce que cela signifie? Disons que dans le cadre des négociations des accords commerciaux, dans le cadre de l'OMC, nous avons ratifié les accords de l'OMC pour le Cameroun, c'était en 1995. Avant ces accords de l'OMC, nous, on était liés à l'Union européenne par les accords de Cotonou. Donc il nous a été demandé d'adapter les accords de Cotonou aux accords de l'Organisation mondiale du commerce. Et ça a donc ouvert la porte à ce qu'on appelle les négociations des accords de partenariat économique, qui se font par bloc. Donc les pays ACP sont divisés, je crois, en 9 blocs. Donc il y a le bloc Afrique centrale. Donc les négociations se font pour ce qui concerne le Cameroun dans le cadre de l'Afrique centrale. Ces négociations avaient leur cours et on était en train de voir dans quelle mesure on pouvait tirer meilleur parti des négociations. Quand il dit meilleur parti, il faut qu'on s'entende, s'il faut parler simple. Dans la négociation, qu'est-ce que la négociation voudrait? L'OMC voudrait qu'on entre dans un air de libre-échange. Il faut tout ouvrir. On doit tout réinterdire. Or, nous, on constate que si on ouvre tout, nous n'avons pas les moyens de profiter de l'ouverture que les autres font. Parce que quand vous dites ouvrir tout, pour bien préciser aux Camerounais, ça veut dire que les produits occidentaux pourront pénétrer sur nos marchés sans les droits de douane et tout, c'est ça? En franchise de douane. Voilà, donc ils arrivent, ils seront très compétitifs en termes de coût, en termes de qualité aussi. Tout à fait, c'est de ça qu'il s'agit. En termes de coût, en termes de qualité, en termes de diversité, effectivement. Et ça va absorber... La petite industrie locale. Non, ça absorbe d'abord les désirata des consommateurs. C'est-à-dire, là, ils délaissent la production locale. Et ça tue les industries locales qui ne peuvent pas concurrencer les productions qui sont importées. Et voilà le contre-coup. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette négociation, les pays de la sous-région se battaient pour que 3 éléments soient pris en compte. Le fait de reconnaître que le tissu économique de nos États est fragile. Très fragile. Donner un temps, aider même au renforcement de ce tissu. Mais ils ont promis qu'ils allaient le faire. C'est une promesse. Il y avait aussi l'élément développement. Parce qu'on ne peut pas laisser tomber le fait que nous sommes des pays en voie de développement. C'est une donne qu'il faut intégrer dans les négociations. Alors, mais ce que les Occidentaux disent, c'est que, oui, nous, on aura le droit de vous envoyer nos produits, mais vous aussi, vous avez le droit de nous envoyer vos produits. Sauf qu'ils peuvent mettre des normes... Non tarifaires, ça c'est réciproque. Ça c'est ce qu'on appelle les normes non tarifaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer des conditions. Oui. Prenons le cas du poulet, pour qu'on parle terre à terre. C'est-à-dire, le Cameroun peut dire, ok, faites entrer les poulets de la France et de n'importe quel autre pays européen. Mais nous voulons que la cuisse de ce poulet
ne dépasse pas les 15, que la cuisse ne dépasse pas disons quoi, les 5 cm de diamètre. Donc on veut les petites cuisses. Si ça dépasse, c'est que c'est plus le poulet que nous voulons. Tu vois donc, le Cameroun aura introduit ce qu'on appelle une clause non tarifaire, mais qui restreint aussi les importations. Et c'est ce que les Européens font avec les produits phytosanitaires sur les fruits qu'il faut calculer, avec les taux de ci, les taux de ça, qu'il faut vérifier sur les fruits qui partent des pays africains vers l'Europe. Eux aussi, ils ont des clauses non tarifaires qui bloquent l'entrée des pays, des produits des pays africains sur le territoire, sur le marché européen. C'est ça le contexte. Donc, dans tous les cas, nous sommes très, très défavorisés si on entrait dans le jeu de la libre-échange avec l'Union européenne maintenant. Première raison, dans les négociations, nous sommes en train de construire une zone douanière. C'est-à-dire, les 7 pays, ou je ne sais pas si c'est les 9 pays, la CE, construisent une zone qui auront un même texte, c'est-à-dire le tarif économique commun. Cette construction n'est pas encore parfaite. Voilà qu'un des pays veut se désolidariser pour ratifier l'accord d'étape APE. Ça crée problème. Avec les autres? Non, se désolidarise des autres. Oui, ça veut dire que ça crée un problème et ça peut créer un problème avec les autres. Mais bien évidemment, avec les autres aussi. Qui, eux, refusent de signer l'accord. Ils refusent de signer l'accord. Ça, c'est le contexte qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Ça, il y a un problème. Donc, ça veut dire que nos produits peuvent connaître des restrictions si on veut exporter les produits sur le marché de la CEAC. Mais bien évidemment. Donc, bien évidemment. Alors, tout cela se fait au bénéfice de quoi? La banane, les quelques produits que nous exportons, parce que certains disent, mais on ne peut pas sacrifier toute une partie de l'économie à la banane. Parce que nous exportons la banane, le cacao, le café, c'est pas en dehors. Le problème semble être plus compliqué que ça. Oui, soyons un peu réalistes pour trouver que le problème est un peu plus compliqué que ça. Parce que la présidence demande à un groupe de ministères d'étudier les effets négatifs d'une éventuelle ratification de l'accord. Aujourd'hui, c'est quand même étonnant. Mais cela se sait depuis. Ça veut dire qu'il y a un peu d'hésitation claire du côté de la présidence, il faut le reconnaître. Et quand on va même plus loin, on veut comme si la présidence était un peu aussi sous pression. Il faut le dire. Parce que dans l'information qu'on nous a donnée, on nous laisse croire que c'est le chef de délégation de l'Union européenne qui, lors d'une audience avec le chef de l'État, l'a convaincu de la nécessité de ratifier l'accord de l'OMC. Comment on peut aider le président Biya à ne pas signer cet accord? Comment vous pouvez aider? Comment est-ce que vous, les organisations, pouvez aider l'État camerounais à ne pas signer cet accord? C'est en jouant notre rôle. C'est en jouant notre rôle. Manifestation? Dans le cas de l'ACDI, nous n'excluons pas une manifestation. Boycott? Nous n'avons que ça. Boycott, c'est difficile. Boycott, c'est difficile. Je pense que c'est une manifestation qui peut tenir la route. Alors, et dans le cas de l'ACDI, nous l'avons déjà fait. Et même dans le cas d'espèces, je pense qu'il y a déjà en interne des voix qui se lèvent, en interne à l'ACDI, des voix qui se lèvent pour dire que ça devienne, qu'on soit obligé de signer ces accords, nous allons organiser une manifestation. Alors, je vais rapidement lire quelques messages qui sont arrivés. C'est M. Valère de Yaoundé. Il dit, on a l'impression, en suivant M. Djonga, que rien ne marche, que la conception même de notre économie agricole est ratée. Hein? Bon, pour lui, vous êtes très, très pessimiste. Il y a un Platinique à Yaoundé qui demande comment est-ce que l'ACDIC accompagne les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Samnik Samuel qui dit il faut d'abord structurer le secteur agricole camerounais avant de penser au financement des PME agricoles. Il y a un monsieur qui, bon, il n'a pas donné son nom, il dit, sa question est de savoir si vous avez eu à travailler avec le programme FODEC et il voudrait savoir ce que vous pensez des collèges agricoles. Des collèges agricoles. Il y a aussi des lycées agricoles. C'est une solution? C'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place en Anglais. Entre autres, bien évidemment. Il y a un problème de formation. Et ça fait... Je pense que le problème ne doit pas être posé de cette manière. Bon, je peux l'expliquer différemment si tu me donnais le temps, Thierry. Bon, mais malheureusement, on n'aura pas tout le temps parce qu'il nous reste 22 minutes et il va falloir qu'on avance. Je peux quand même en dire un mot pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Parce que quand on parle de
faire croître la productivité au niveau des petits producteurs. Il est connu qu'avec une bonne sémence et avec les engrais, on peut améliorer la productivité au niveau des petits producteurs. Or, l'état dans lequel ces petits producteurs se trouvent pendant longtemps fait en sorte qu'ils ne connaissent pas comment on peut utiliser les engrais et ils ne connaissent pas comment on peut utiliser les nouvelles semences, ne serait que semences en densité. Et c'est à ce niveau qu'on situe le problème de formation. Je ne sais pas si tu vois la nuance, Thierry. C'est-à-dire, dans la logique que nous développons, quand j'ai bien dit ceci, l'effort que nous avons à faire pour faire décoller notre agriculture, c'est d'aller vers le petit producteur. Je le répète, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour cela que les gens rechignent à y aller. Si on doit aller vers les petits producteurs, faire en sorte que les petits producteurs aient les semences et les engrais, le problème de formation se pose différemment. Ce n'est plus la formation qu'on a dans les écoles. Dans les écoles, on a les jeunes. Mais on a une multitude de petits paysans qui sont en milieu rural aujourd'hui, à qui on donne les semences, à qui on donne les engrais, qu'ils ne connaissent pas utiliser. Donc il faut les aider et les accompagner à travers la formation pour qu'ils réajustent l'itinéraire technique de leur mise en champ. C'est de ça qu'il s'agit dans mes propos. Parce que si on ne se limite qu'aux écoles, ça veut dire qu'une fois de plus, tous nos parents qui ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui sont éliminés, ils sont pénalisés. Il faut le reconnaître. D'accord. Alors, passons à un autre sujet. Vous venez de présenter au public votre deuxième évaluation citoyenne de nos ministères. Comment et pourquoi vous est venue l'idée de monter ce projet-là au niveau de l'ACDIC? Non, disons, les sujets qui sont traités par l'ACDIC, ce ne sont pas des sujets qu'on choisit au hasard. C'est des sujets qui sont proposés généralement par les membres de l'ACDIC et par moments aussi par des usagers qui nous font des propositions. Une fois qu'on nous fait une proposition, tel le cas de ce sujet sur les ministères, qui est de dire nos ministères sont dans des états de délabrement avancés, cette proposition a été faite par quelques membres de l'ACDIC. Nous avons pris sur nous, donc il y a une équipe interne de vérification. On vérifie les dires de ces membres. Et si on trouve que le sujet est important, pour faire l'objet d'une campagne, on décide d'en faire une campagne. Voilà comment on en est arrivé à la campagne ministère propre et accueillant. Donc, j'ai répondu à ta question, Thierry. Voilà d'où vient l'idée. Une fois qu'on a décidé donc de lancer une campagne ministère propre et accueillant, il faut réfléchir pour voir comment on s'y prend. Parce que l'objectif in fine, c'est que les ministères soient propres et qu'ils soient accueillants. Ça, c'est l'objectif qu'il faut atteindre. Mais avec quelle méthodologie on va y parvenir? En réfléchissant en interne, nous découvrons que si nous procédons à une évaluation comparative de nos ministères, en faisant en sorte qu'on dise que tel ministère est plus propre que celui-ci, ça peut créer une stimulation, ça peut créer un effet stimulant sur le ministère qui est le plus propre, qui cherche à se maintenir, et celui qui est le moins propre, qui cherche à s'améliorer. Alors, comment donc créer cette stimulation? C'est là où on en est arrivé au nôtre. On s'est dit, pour l'heure actuelle, on ne compare que les choses qui sont comparables. Quand on prend les 36 ministères, ce que les 36 ministères ont de comparable, il y a 6 paramètres, 6 critères, donc l'aspect extérieur. Donc on a retenu 6 critères de comparaison des 36 ministères. Et à l'intérieur de ces 6 critères, on a retenu 49 sous-critères. Je m'explique. Quand on dit, on va noter la fraîcheur de la peinture sur le mur. Parce que quand vous voyez une bâtisse, si la peinture est fraîche, vous identifiez qu'elle est fraîche. Elle peut être vieille de 2 jours, comme elle peut être vieille d'1 mois. De 2 jours, d'1 mois, c'est ça qui fait les variantes. Donc, de la fraîcheur de la peinture, on crée des sous-variantes pour permettre à l'évaluateur de porter une note entre 0 et 10. Parce que quand c'est trop frais, il peut mettre 9. Quand c'est moins frais, il peut mettre 7. Quand c'est pas frais, il peut mettre 3. Donc ça, les sous-critères. Maintenant, on dit, comment on va faire pour que la notation soit objective et indiscutable? Et c'est là où nous avons considéré la population de Yaoundé, environ 3 millions d'habitants, et nous avons appliqué à cette population ce qu'on appelle la méthode de quota pour arrêter un nombre d'enquêteurs, ce qu'on appelle l'échantillon. Nous avons appliqué, ça nous a donné 50. Donc, si 50 personnes notent un bâtiment, la moyenne peut donner une note qui est acceptable. Donc, nous avons retenu 50. Comme c'est la méthode de quota par rapport à la population de Yaoundé,
nous avons pris 3 variables. La première variable, c'était la jeunesse. On a dit, il faut choisir à la fois des jeunes et des personnes vieilles pour participer à l'évaluation. Ça, c'est la première variable. Deuxième variable, c'est le sexe. Il faut choisir à la fois des hommes et des femmes pour participer à l'évaluation. Troisième variable, c'est le lieu d'habitation. Donc, il faut choisir à la fois les citadins et les paysans. Toute personne qui se retrouve dans un ministère pour demander un service. Et c'est sur cette base-là que nous avons eu 50 enquêteurs. Chacun des 50 enquêteurs a eu 36 fiches. Donc, et par rapport à cette ça correspond à 36 ministères qui ont été évalués. Et chaque évaluateur a eu à noter les 49 sous-critères, en commençant par les critères. Ce qui fait que quand il faut restituer la note, si tu permets, nous avons donc au total eu à dépouiller 2160 fiches. Donc, quand on dépouille 2160 fiches, on pouvait donc classer les ministères en fonction de la note obtenue pour chacun des 6 critères. Et quand on va plus loin, on peut classer les ministères en fonction des notes obtenues pour chacun des sous-critères. C'est ce que nous avons fait. Alors, ce qu'on va faire... Et nous avons présenté les résultats. Vous avez présenté les résultats. Vous avez, en parlant des critères, vous avez parlé, par exemple, il y a l'aspect extérieur, il y a l'accueil. Il y a l'accueil, oui. Il y a le jardin, oui. Il y a l'accessibilité du ministre. Oui. Maintenant, comme il s'agit d'un bâtiment officiel, il y a donc la plaque qui indique, il y a le drapeau, le sceau, ça constitue des paramètres. Or, on sait que tous ces paramètres-là, on peut comparer les ministères avec ces paramètres. Et c'est ces paramètres que nous avons retenus. Quand vous dites l'accessibilité des ministres, c'est-à-dire que les enquêteurs ont fait la démarche d'aller rencontrer ces ministres? 3 paramètres. Chaque enquêteur, pour accessibilité du ministre, chaque enquêteur arrivé dans le ministère, quand il voit la plaque cabinet du ministre, devait compter le nombre de barrières qu'il y a avant d'arriver au niveau du secrétaire du ministre. Tu vas voir, il y en a qui ont 4 barrières. Hein. Ah oui, avant d'arriver au niveau. Quand l'enquêteur arrive face à la secrétaire du ministre, il va noter. Et à chaque fois, il faut que tu le saches, la note est portée sur 10. Quand il avance, il vit une situation, il met une note sur 10. Quand il arrive devant la secrétaire du ministre, la manière dont la secrétaire l'accueille, il note. Et autant que je dis, Thierry, va voir Yaoundé, il y a certains secrétaires du ministre qui dépassent 3 fois le ministre. Quand tu vois comment elle se comporte, c'est pas grave, mais il porte la note. Maintenant, l'enquêteur, il remplit la fiche de demande d'audience qu'il dépose. Il commence à compter le nombre de jours où il y a réaction. Et la réaction fait partie de l'accessibilité du ministre. Les couloirs, l'accueil font partie. Et c'est cette note-là qui donne une moyenne qui dit si le ministre est accessible ou pas. Que tu le saches, Thierry, certaines demandes d'audience qui ont été déposées au mois de mai, jusqu'à encore aujourd'hui, les gars attendent encore, hein. Alors, ça c'est un critère. C'est un critère, oui. Il y a le critère aussi, par exemple, des ministres qui s'occupent du confort de leurs usagers. Hein, des usagers, même de leur personnel. Prenons le cas d'abord des usagers. Oui. Mais quand un étranger arrive chez toi, bon, le premier réflexe que tu fais, c'est de l'installer quelque part, de le faire asseoir quelque part. Si tu es plus gentil, ça dépend aussi des saisons, tu peux lui donner un verre à boire. Ça, c'est l'accueil d'un étranger. Donc, on se dit que dans un ministère, quand on arrive dans un ministère, on essaie de voir s'il existe une salle d'attente ou pas pour les usagers. Si la salle d'attente existe, est-ce qu'il y a les chaises? S'il y a les chaises, est-ce qu'on met la table? Est-ce qu'il y a des objets de distraction comme les journaux? Est-ce qu'on sait même à boire? Pourquoi pas? Ça, c'est ce qui faisait les sous-critères. Pourquoi on est 49 sous-critères? Donc, on entre dans le détail, on donne l'occasion à l'équipe qui note de pouvoir fractionner sa note entre 0 et 10. Et c'est la même chose pour la saleté. Et c'est la même chose pour la tenue, pour la surveillance du ministère. Maintenant, par rapport aux ministres qui prennent soin du confort de leurs collègues, les conditions de travail et autres, vous avez fait aussi une évaluation là-dessus? Mais bien évidemment, on porte la note de 9 sur 9 ou 9 sur 10. Vous jugez comment ce confort? Vous dites? Vous jugez comment? C'est-à-dire quoi? C'est parce qu'il a donné les tables, chacun a un bureau, chacun... Quand vous arrivez dans un... Non, par rapport au confort du personnel, alors là, nous comptons le nombre de gens qu'il y a par bureau. Nous essayons de voir le type de chaise sur lequel le personnel est assis. Nous essayons aussi de voir le type de matériel informatique, s'il est vieux ou bien s'il est désuet.
Et nous sommes de voir si chaque personne assis a un outil informatique. C'est ce que nous mesurons dans les bureaux. Et on porte les notes. Et ça qui fait la variante. Alors, et on vérifie aussi, c'est-à-dire s'il y a un restaurant, si le personnel a la possibilité de pouvoir boire, de se faire servir un café, ça c'est l'entretien de son personnel. Alors, moi, ce que je vais demander aux téléspectateurs de suivre, c'est le résultat de vos travaux en images. Oui. Hein, parce que vous avez sommarisé tout ça dans cet ouvrage-là, je crois. Hein, oui, c'est dans cet ouvrage. Alors, c'est ça. Hein, c'est les visages de nos ministères. C'est un journal qui est vendu. Ah oui, il est vendu à 2500. 2500. Il était distribué jusqu'à hier. D'accord, il est vendu à 2500 francs. Et nous sommes allés puiser des images là-dedans de ce que vous avez recensé. Et on regarde ce petit clip-là, on revient en studio.
Alors, retour en studio, on a vu un peu quelques images de certains ministères. On voit bien que vous avez montré avant et après. Tout à fait. Il y a quelques ministères qui ont fait des efforts. Oui, disons que nous sommes à la deuxième évaluation. La première évaluation a eu lieu en novembre 2012. Et on a fait la seconde 6 mois après. Et c'est celle-là. Alors, l'occasion de la seconde nous a donné l'occasion de mesurer le chemin parcouru, de voir les changements que certains ministères ont apportés. Je pense que dans le reportage, on voit très bien que certains ministères ont apporté des changements. D'autres, que nous avons appelés les durs à cuire, ils n'ont rien changé. Parmi les durs à cuire, le ministère des Finances, par exemple. Là où il se trouve l'argent, c'est eux qui décident de tout. C'est l'un des ministères les plus sales. C'est triste, mais c'est ça la réalité. C'est l'un des ministères les plus sales, l'un des ministères les plus je m'en foutiste. Et puis le ministère tenu par une dame en plus, le ministère des Affaires sociales, le ministère le plus qui sale. est très sale. Très sale. Hein? Vous avez des ordures dans les couloirs. Dans les couloirs, vous avez les ordures fraîches. Hein? Dans les cartons remplis, quand vous regardez le mur, mais je n'ai jamais vu un drapeau aussi sale que celui du MINAS, de ce ministère. Donc c'est les réalités de nos... Parmi les pires ministères aussi, celui de l'économie, on a vu des vieilles voitures qui sont... Et en fait, Thierry, ce qui nous a beaucoup choqué dans ces vieilles voitures, qu'on a rencontrées par ailleurs dans plusieurs ministères, c'est que quand on réalise que si on les donnait à des jeunes, parce qu'on voit des jeunes au quartier qui, avec moins de rien, ils se débrouillent à faire marcher un véhicule. Mais quand on voit comment on abandonne ces véhicules sur place, pourris, si tu me permets le terme, et si on leur demandait de venir les dégager, mais ils diraient 1000 fois merci. Mais on préfère les laisser là-bas pour que ça pourrisse. Et le ministère de la Planification, bon, il tient peut-être même à intimider Vouna, parce que tu as vu la Croix-Rouge, c'est toujours là. À l'heure où on parle, ces vieux véhicules sont toujours là. Peut-être l'année prochaine, ils seront toujours là, ces véhicules. Lorsque vous avez fait la première évaluation, est-ce que vous avez remis vos travaux aux différents ministères? Tous les ministères ont reçu, et comme celui-ci, depuis ce matin, on est en train de déposer les exemplaires dans le cabinet. Est-ce qu'après la première évaluation, certains ministres vous ont approché pour vous dire merci? Oui, tout à fait. Heureusement, il y a beaucoup de ministères qui nous ont appelés, qui ont reconnu qu'on faisait un travail intéressant. Et c'est le cas de l'immeuble ministériel numéro 2, dans le podium que nous avons présenté, Mme Koum Abé Siki. Oui. Qui est chargée quand même du patrimoine de l'État. Hein? Oui, écoutez, nous on a évalué ce qu'on a vu. On a évalué ce qu'on a vu. Elle est parmi les ministres les plus sensibles au travail que nous faisons. Et tant mieux, c'est tout au début, et tant mieux pour ça. Parce que vous avez fait en même temps, il y a un panorama quand même aussi des ministères, des ministres les plus accueillants. Ah oui, voilà. Tout à fait. Voilà, les ministres les plus accueillants. Alors, parmi les plus accessibles, il y a M. Grégoire Ouna, il y a M. Amba Salah, oui. M. Taïga, Dr Taïga du ministère du Minépia. Oui, parmi les plus accessibles. Les ministres les plus propres. Quand on dit ministres les plus propres, vous voulez dire les ministères ou pas les ministres, comment vous avez aussi jugé de l'état de saleté ou de propreté des ministres? Bon, disons que, quoi qu'on dise, le ministère est intimement lié à son ministre. Le ministre, parce que quand on voit le budget que les ministères ont pour pouvoir faire l'entretien, ils sont les responsables dans tous les cas. Ah, c'est pour ça que vous dites, c'est assez ironique, les 3 ministres les plus propres, il y a René Sadi en premier, deuxième Amatoutou Mouna, et troisième Abbas Sadou, oui. de marché public. Bon, c'est tout neuf, hein, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, c'est ce qu'on a évalué, ce qu'on a trouvé. Oui. Ouais. Et les ministres les plus sales, hein, c'est bien sûr première Catherine Bakambok, de Minas, Lubapes Bapes de Minesec, Alamine Ousmane de Minefi. Quand on dit les ministres les plus sales, en fait, vous voulez dire les ministères les plus sales, hein, selon votre évaluation. Bon, oui, si tu prends la chose comme telle. Oui, parce que quand vous dites les ministres, il y a quand même pas fait de confusion. Mais je crois quand même que si les ministres étaient si propres que ça, le ministère serait aussi propre. Hein. Bon, dans tout cas, il y a une relation entre les deux, hein, dans tous les cas. Ah oui. Je vois comment tu essaies de vouloir... Non, je n'essaie de rien faire. Je suis en train de lire votre document et je veux vous faire dire... parce qu'en réalité, quand tu vois un ministre qui est propre, si chaque jour il fait le tour du propriétaire, il fait le tour de son ministère, mais il aura le frère de dire, mais que fait la poubelle ici, pourquoi ici, là-bas? Alors les ministres les moins accessibles, il y a un gars, Alain Mebengo, bon, c'est le ministère de la Défense, c'est peut-être un peu normal, non? Non, pourquoi ça doit être normal? Il est ministre comme tous les autres. D'accord, ok. Ah oui, parce qu'un citoyen peut avoir envie de savoir ce qui se passe dans ce ministère, il a le droit. Les citoyens ne sont pas des terroristes, que je sache. Alors, il y a Pierre Mokoko Bonjo du ministère des Relations extérieures, et en troisième position, Henri Eyebe ici du contrôle supérieur de l'État. Hein? Les ministres les plus ouverts à la critique,
Il y a Mme Kunga Bessike, Oui, du ministère du Domaine des Affaires foncières. Robin Kili, du ministère des Transports. Hein? Donc, quand vous dites ouvert la critique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, les ministres qui participent, déjà, ils acceptent les remarques qu'on a formulées par rapport à la première évaluation et ils participent à modifier. Dans le cas du ministre du Transport, ils nous ont carrément demandé de critiquer ce qu'on a fait, de voir si les changements qu'ils ont apportés étaient les bons. Oui, ça, c'est quand même très appréciable. Alors, le ministre le plus respectueux des emblèmes du pays, c'est-à-dire quoi? C'est au niveau du drapeau? Le drapeau, le sceau. Le sceau Oui, et tout ça. le drapeau et le sceau. Et Dr Taïga du Minepia, Bello Bouba Maïgari du ministère du Tourisme et Mokoko Bonjo du ministère des Relations extérieures. Les trois ministres les plus fermés à la critique. Vous avez mis entre guillemets, entre parenthèses, les durs à cuire. Oui, les durs à cuire. Oui. Walami Ousmane Mé, Catherine Bakambok et troisième, Ange Michel Angouin du ministère de la fonction publique. Oui. Alamine Ousmane Mé, il n'écoute pas. La preuve, entre la première évaluation et la seconde évaluation, il n'y a aucun changement au niveau du ministère des Finances. D'accord. Aucun changement. Alors, les ministères les moins respectueux des usagers, il y a le ministère de Emmanuel Bondé, des Mines et du Développement technologique, Madeleine Tuente du Minerésie. Oui. Quand vous dites moins respectueux des usagers, ça veut dire quoi? Oh, mais quand vous arrivez là-bas, vous restez debout, bon, il n'y a personne à qui vous allez poser la question et souvent on vous répond très mal. Bon, c'est des petites données comme ça que les évaluateurs ont dû considérer. Parce qu'il faut considérer que la note que tu lis, c'est la note de 50 évaluateurs. Donc nous, on n'a que reporter les résultats du dépouillement de ce travail qui a été fait par les évaluateurs qui étaient les enquêteurs. Les 50. D'accord. Alors, pour conclure, donc, vous venez de rendre public ces travaux-là. Vous allez faire une prochaine évaluation quand? Dans 6 mois. Dans 6 mois encore? Oui, 6 mois. Donc, tous ces ministères-là ont intérêt à se préparer. Parce que dans l'objectif de notre campagne, nous avons dit nous arrêterons notre campagne lorsque le dernier ministère sera propre et accueillant. Dans chaque 6 mois, vous allez faire l'évaluation? C'est une méthode de travail. Nous sommes acteurs de la société civile. C'est notre rôle. Nous jouons notre rôle et nous utilisons les moyens que nous avons. Alors, pour terminer, je vais rapidement lire quelques messages, même si vous ne pouvez pas répondre à tous ces messages-là, oui, pour qu'on sente quand même que l'émission elle est interactive. Il y a... Voilà, excusez-moi, hein, voilà. Il y a un monsieur, c'est Sophia, qui dit il faut être objectif avec un esprit patriotique. Nous avons besoin de Camerounais comme votre invité, donc comme vous, au poste ministériel pour nous développer. Ça, c'est ce que pense Sophia. Il y a Zinga qui est en Belgique qui dit le MINAS dans le ministère des Affaires sociales, oui, de Mme Bakambok est le ministère le plus sale parce que c'est aussi le ministère où l'on répond le plus aux gens quand vous vous y rendez. Est-ce que c'est un bonjour que l'on mange ici? Donc, bon, ça c'est ce qu'il donne son point de vue. Peut-être ce qu'il a vécu, ce qu'il a vécu par ailleurs. Il y a Jules qui dit bravo monsieur Djonga, vous mettez le doigt de façon objective et sans agressivité sur les points importants. Encore merci, le pays a besoin des gens éclairés comme vous pour espérer émerger. Il y a un autre monsieur qui ne donne pas son nom, une dame. Il dit, vous avez mené un combat pour un élevage de poulet national. Le poulet de un jour coûte 490 francs aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un échec? C'est une partie aussi un échec. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, parce que quand nous sommes sortis contre le poulet congelé importé, il était question que ce poulet soit remplacé par du poulet produit localement et que le consommateur puisse le ressentir dans sa poche et dans son panier. Malheureusement, tout le poulet congelé que nous avons bloqué à l'extérieur n'est pas aujourd'hui remplacé par du poulet produit localement. Sur la forme et puis même sur le prix. Parce qu'on aurait souhaité qu'aujourd'hui, sur nos marchés, que la ménagère puisse trouver le poulet produit localement, découpé, vendu en morceaux et puis vendu moins cher. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Et on est dans un processus, on espère qu'on évolue progressivement vers cette situation. Alors, il y a Cyril Eyoum qui est en Bretagne, en France, qui souhaiterait avoir votre numéro de téléphone. C'est mieux peut-être de vous rapprocher du site internet de l'ACDIC. Hein. Oui, je pense qu'il peut avoir... Oui, il y a ça. ACDIC.net. Hein. Oui, oui. Voilà. www.acdic.net. Alors, Liken Maurice qui est à Libreville, il dit l'évaluation générale de nos ministères aboutira réellement, il espère... non, il dit l'évaluation générale de nos ministères aboutira réellement à quoi s'il n'y a pas une volonté politique
il dit que Dieu bénisse le Cameroun, pour terminer. Alors, il y a Bertin qui dit qu'il faut continuer avec l'évaluation des ministères et surtout d'étendre sur les délégations régionales et les mairies. C'est en cours? Oui, c'est en cours. On a fini pour la région du centre. D'accord. C'est Lionel qui dit qu'il a entendu dire que la moitié de nos récoltes pourrissaient dans les champs. Avant de parler des agropoles et toutes ces choses, on devrait d'abord s'arranger à exporter ce qu'on produit déjà. En effet, bon, Il a raison. Oui, les pertes post-récolte au niveau des petits producteurs, c'est trop élevé. Trop élevé. Trop élevé. À cause de la distribution, la circuit de distribution. Oui, la conservation, ça tourne autour de 30-40% dans certaines régions. C'est vrai que dans les régions, on jette la nourriture le soir. Oui, tout à fait. On jette des produits. Et il dit bien qu'avant de parler agropole, on devrait s'occuper un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il y a Bertin Abamenda qui demande si vous n'avez pas peur pour votre vie. Non, je ne fais rien de si mauvais que ça, je crois. Alors, on va prendre un dernier. Hein. C'est un monsieur qui demande comment est-ce qu'on devient membre de l'ACDIC. Bon, je pense là aussi, il passe par, je ne sais pas. Il faudrait que c'est sur le site internet. Il y a un téléphone qu'on peut bien donner. Le numéro de... Vous avez un numéro de téléphone fixe? On a un numéro de téléphone vous ne l'avez pas en tête. Bon, ok. Que tu n'es pas en tête. Bon, c'est pas un problème. Allez sur le site de l'ACDIC. Hein, vous allez pouvoir être satisfait. Le téléphone, c'est le 22 20 71 23. 22 20 71 23, c'est le numéro de téléphone de l'ACDIC à Yaoundé. Vous allez pouvoir avoir les informations que vous voulez. Quand il téléphone, on l'indique. Merci Bernard d'avoir accepté d'être notre invité, d'être venu de Yaoundé. Merci. On attend la prochaine évaluation des ministères les plus sales, les plus propres. Vous avez dit les ministres aussi les plus... Bon, merci. Ok, merci. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un autre invité. Mais rediffusion de l'émission Entretien, c'est dimanche à 20 h. Bonsoir.